Ce programme vous est proposé par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, le goût de la réussite. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Carrière, le magazine qui vous aide à construire votre chemin vers le succès. Je suis heureux de vous retrouver pour cette édition que nous déroulons à partir de Maroua, la cité capitale de la région de l'extrême nord, la plus belle des régions, mais aussi la fille aînée du renouveau, pour une édition consacrée à l'ingéniosité des Camerounais dans le domaine de la santé publique. Le sommaire, tout de suite, avec Cynthia Dunant. Au sommaire de cette édition, nous vous amenons d'abord à Garoua, dans la région du Nord, à la rencontre de Léon Woué. Il est le promoteur de West Physiothérapie, la première clinique spécialisée dans la rééducation fonctionnelle. Dans la Success Story, Serge Armel Djidjou présente sa vision de l'innovation technologique en Afrique. Enfin, Roland Kouemen dit comment développer sa confiance en soi et son charisme dans le coaching du mois. Avant de repartir sur Maroua, faisons une première escale à Garoua, dans la capitale de la région du Nord, plus précisément au stade omnisport Rumdeadjia. C'est pour y retrouver un jeune Camerounais qui, depuis quelques mois déjà, offre aux populations de cette partie du pays des soins en physiothérapie et en rééducation fonctionnelle, chose qui jusqu'ici n'existait pratiquement pas, puisqu'il fallait parcourir des kilomètres et aller à Yaoundé pour pouvoir subir ces soins. Son nom, Woué Léon, et son entreprise West Physiotherapy. On les retrouve dans la rubrique Entreprendre. Bonsoir, je me nomme Woué Léon, maître principal d'éducation physique et physiothérapeute, promoteur de West Physiothérapie. Bienvenue à l'équipe de Carrière. Suivez-moi. Ici, c'est notre espace accueil. Les patients qui arrivent et ne peuvent pas directement entrer en contact avec le physiothérapeute patientent ici le temps de prise des paramètres avec les assistants. Et par la suite, ils entrent rencontrer le kinésithérapeute pour leur consultation. Suivez-moi pour visiter la salle. Vous êtes ici à West Physiothérapie. Bienvenue. Là, vous avez la chance de tomber sur un patient qui est en pleine éducation. Donc, vous pouvez, par exemple, observer. Il a souffert d'une entorse de la cheville. Et là, maintenant, nous sommes en train de faire progressivement une marche. On va aller, mon frère. Ouais, c'est bon. Voilà. Thank you, thank you. Dans cet espace, avec ce patient, nous sommes en train de faire une séance de thermothérapie, c'est-à-dire l'utilisation du chaud pour pouvoir assouplir, dilater les muscles et atténuer la douleur à un certain moment. Avant de me retrouver en physiothérapie, je suis enseignant d'éducation physique à la base.
J'ai été formé ici au CNAGES de Garoua. Entre 2007 et 2009, j'ai été diplômé de cette école et j'ai commencé effectivement à travailler à la délégation régionale des sports et de l'éducation physique du Nord, où j'ai fait 7 ans d'études, d'ancienneté autant pour moi, puisque j'ai eu un papa qui a fait un AVC. Et puis les soins et la rareté des traitants m'ont boosté, m'ont amené à vouloir connaître ce que c'est la kinésithérapie. Donc par la suite, j'ai décidé de suivre les études. Je me suis inscrit à St. Louis University Institute of Health and Biomedical Sciences de Bamenda. En 2017, j'ai fait 4 ans de formation. J'ai obtenu une licence en physiothérapie, dont un bachelor physiothérapie. Donc depuis 2021, je suis diplômé de cette école et il y a un manque de spécialistes dans la zone et ça devient difficile de mettre la main sur un spécialiste. J'ai décidé de rentrer ici au Nord, m'installer à mon compte personnel et ouvrir ma clinique qui se nomme West Physiotherapy. Déchire, allez, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, magnifique. West Physiotherapy est une clinique de prise en charge des patients spécialisés en kinésithérapie uniquement. Donc les soins que nous offrons, c'est par exemple pour la plupart des cas, je travaille avec des sportifs, la rééducation fonctionnelle. Par la suite, nous avons aussi la prise en charge de quelques cas neurologiques tels que les patients AVC, des cas tels que les lombosciatalgies, des cas de névralgie cervico-brachiale. Nous avons aussi eu quelquefois des plexus brachiales. Et puis nous avons aussi d'autres prises en charge telles que les massages de relaxation, les entorses, les blessures musculaires. Les populations de Garoua ont très bien accueilli le fait d'avoir West Physiotherapy au Nord, étant donné que ce n'était pas déjà évident de trouver un spécialiste qualifié avec un matériel de qualité dans la région. C'était vraiment un événement de joie, s'il faut le dire, qu'ils aient un espace comme ceci qui puisse prendre en charge les cas de pathologie où ils n'auront plus à se déplacer dans des régions telles que le centre, le littoral pour leur prise en charge. Désormais, ça peut se faire sur place ici à Garoua. Bon, étant donné qu'à la base, je suis enseignant d'éducation physique et sportive et que je suis dans le domaine du sport, j'ai vu que me greffer à un hôpital ou à une clinique, ça va me limiter, quoi. Donc c'est pour la raison pour laquelle j'ai décidé d'être à mon propre compte et en même temps dans ma structure de base qui est le sport, le ministère des Sports. Les difficultés rencontrées dans l'exercice de notre profession ici au Nord sont en majeure partie d'ordre traditionnel. Vous savez, avec la religion, c'est pas tout le monde qui accepte que son proche, son conjoint, puisse se retrouver ici pour des séances de kinésithérapie. Et c'est les raisons pour lesquelles nous avons des équipes mobiles qui peuvent se déplacer pour des soins à domicile. 4, 5, 6. Pour le moment, je n'ai pas été accompagné par des banques. Par l'État, je peux dire oui, puisque sans l'ONIES qui est venu nous donner l'opportunité de pouvoir louer un local comme celui-ci et à des coûts pas aussi élevés comme cela devait se faire si on se trouvait dans un cas privé ou hors de cette structure. Donc de l'État, je veux dire que l'ONIES m'assiste en tant qu'enseignant d'éducation physique déjà et aussi kiné dans la région. Mes perspectives, c'est d'avoir une salle à moi en privé, hors location, construire un espace grand et où il y aura des soins de kinésithérapie, où il y aura des spécialistes en fonction des disciplines. Donc ça ne va pas se limiter seulement à la rééducation fonctionnelle. Nous aurons aussi plusieurs autres domaines tels que la physiothérapie respiratoire. On pourra aussi faire des chiropracties. Ça va être une salle de sport grandeur nature et moderne. Associée à ça, une salle de kinésithérapie, donc comme un spa.
Mon conseil aux jeunes Camerounais, et précisément ceux de la région du Nord, c'est de pouvoir rêver grand. Après vos diplômes, le baccalauréat, vous pouvez vous rapprocher des universités spécialisées où vous allez suivre des formations en physiothérapie. Ça va vous permettre de pouvoir prendre en charge les patients dans nos zones ici. I am Africa, land of all mankind. I am you, me, him, them. Proud to create, to unite, to succeed. I am Africa. a mixture of life, languages, colors, flavors. I am free, inspired creator, sensual and vibrant. I am Africa of new success stories. Castle Beer, the taste of success. La deuxième personnalité que je vous invite à découvrir pour cette édition de carrière est également un ingénieur informatique, mais qui, à force de travail, est devenu un véritable touche-à-tout, au point de devenir l'un des principaux innovateurs dans le domaine de la santé publique au Cameroun. Sa couveuse solaire connectée a ravi le public et les professionnels de la santé, remportant notamment de nombreux prix sur le plan international. Serge Armel Njidjou nous parle de son parcours et surtout de sa vision de l'innovation africaine dans cet entretien portrait inédit qu'il nous a accordé pour la Success Story de carrière. C'est dans la thématique c'est que au lieu qu'à l'entrée à la sortie, la respiration assistée. C'est un exercice dont il a la maîtrise depuis quelque temps déjà. Face à des clients venus récupérer leurs commandes, il explique pour une énième fois les caractéristiques de la couveuse connectée solaire qui l'a rendue célèbre à travers le monde. L'une des particularités de nos couveuses, c'est qu'elles prennent le poids du bébé en temps réel. Dans les néonatologies, vous verrez toujours, le matin on sort le bébé de la couveuse pour aller faire la pesée. Ici, la pesée est numérique et voilà, elle est interactive. Et puis, comme tu sais, c'est solaire. Donc, voici les batteries. On est dans les conditions de l'hôpital. Avec les batteries derrière, comme vous voyez là, un contrôleur de charge. Et il y a le panneau solaire au toit. Donc, ça ne dépend pas des néos du tout. Un exercice important pour cet ingénieur informatique, devenu au fil du temps et des travaux l'une des figures majeures de l'innovation technologique au Cameroun. Les mêmes informations qui sont sur la couveuse sont sur le portable. Rencontre avec Serge Armel Njidjou, un ingénieur multitâche qui promeut l'innovation africaine. Oh Africa, hier tu étais prisonnière. Tu étais esclave des rapaces qui voulaient à tout prix t'anéantir. Mais devant la barre... Pour retracer le parcours de Serge Armel Njidjou, il faut être prêt à s'embarquer dans un voyage à la fois technologique, philosophique et idéologique. C'est que le touche-à-tout qui se définit comme un autodidacte curieux et optimiste est une source intarissable qui n'a aucun mal à surfer entre l'anthropologie africaine, l'informatique, le marketing et autres. C'est surtout un homme qui essaye à sa manière de briser les barrières qui plombent le développement technologique de l'Afrique. Quelqu'un qui a fait déjà un bon bout de chemin dans la vie, je suis dans la cinquantaine, qui est essentiellement passionné de technologie, qui est essentiellement très afrocentré, enfin qui a vécu autour de l'université avec la frustration de se dire mais pourquoi on n'apporte pas plus? Pourquoi on peut être comme ça? Si nombreux à faire de grandes études. Et quand on va au supermarché, on a l'impression qu'on est dans un désert intellectuel. Parce que finalement, si on étudie, c'est pour produire. Donc si on ne produit rien, ça donne l'impression que soit on n'étudie pas ce qu'il faut, soit on étudie et on ne sait pas quoi en faire. J'essaye aujourd'hui, depuis au moins 5 ans, de me positionner dans la perspective de quelqu'un qui cherche le chemin, qui se dit qu'il y a forcément un blocage. Si d'année en année, on fait des prototypes universitaires en milliers et qu'on n'a pas des produits sur le marché, c'est qu'il y a un frein quelque part.
j'essaie de briser cette barrière-là. Je suis toujours optimiste, curieux. J'ai un regard positif sur la vie et j'aime que ça se reflète sur les gens qui me côtoient. Et donc, j'aime m'inscrire vraiment au service. Sois sûr, mon ami, que ton développement dépend de ton adresse et de ta volonté. Au bout du compte, c'est un homme qui refuse de quelque manière que ce soit de se faire enfermer dans un carcan scolaire ou universitaire. J'ai fait plus de 20 ans à l'université. J'ai eu des responsabilités importantes à l'université. Mais je n'ai jamais été cloisonné, je n'ai jamais été assigné à quelque chose de précis. Comme je disais, mon émerveillement m'a mené à tout. J'ai toujours eu une entreprise, j'ai toujours eu un cabinet. D'abord pour faire de l'informatique, qui était mon métier d'origine. Donc, je suis ingénieur informaticien à la base. Après un parcours secondaire à Liberman, je pense que j'ai quand même une forte empreinte de la formation des jésuites. Après, pendant que je faisais de l'informatique, avec mon cabinet, je me suis retrouvé à l'université, mais j'ai fait aussi des marchés publics dans le bâtiment. J'ai toujours été quelqu'un d'assez... Et puis, je vous ai parlé d'être quelqu'un d'afro-centré. J'ai lancé un journal qui s'appelle Racine, puisqu'il n'est pas mort, même si la parution est un peu en berne. C'est un organe qui voulait diffuser et vulgariser le sens de nos coutumes, l'histoire de nos peuples, pour qu'on se comprenne. Parce que je suis convaincu que si on ne sait pas d'où on vient, on aura du mal à se projeter. Donc finalement, après des études d'ingénieur informaticien, quand je me retrouve à Gaoundéré pour une affaire, ou en tant qu'informaticien, je dois concevoir un logiciel pour l'université, étant là-bas, je commence à faire des sciences de gestion. Voilà. Après, quand je suis formellement à l'université de Tchang, je m'intéresse beaucoup à l'enseignement à distance. Il me semble que je me dis que c'est peut-être le moyen pédagogique qui va prospérer. Et donc, je fais encore des études en ingénierie distancielle, notamment avec l'AUF et puis Amman-la-Vallée. Et puis, à côté de ça, j'ai fait des tas de certifications dans les réseaux, dans des processus de marché public, liés à mes fonctions. J'ai été responsable de la planification à l'université, après responsable de la coopération. Donc, c'est difficile de me canaliser dans un registre scolaire précis. C'est pourtant bien dans le milieu universitaire que se sont écrits les premiers chapitres de la success story de cet homme, avenant à la chevelure qui blanchit progressivement. La connaissance n'est pas abstraite comme on l'imagine. Il y a les fondamentaux, mais ça ne prend son sens qu'en s'incarnant dans une réalité qu'il faut toucher, qu'il faut concrétiser. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'arrête au prototype. Parce qu'on n'a pas assez pris en compte la nécessité opératoire de la connaissance. Il y a quelque chose que j'entends tous les jours, que voilà, on a beaucoup de recherches dans les tiroirs, ainsi de suite. Pour moi, c'est un bluff. Une recherche est opérationnelle. C'est-à-dire que ce que vous appelez résultat de recherche dans le tiroir, rien ne dit que si on sort le tiroir, ça va devenir une innovation, que ça va trouver un marché. Donc, ce n'est pas parce qu'on a fait un article scientifique, qu'on a publié ou qu'on s'est convaincu d'avoir trouvé quelque chose que ça a une valeur. La valeur, c'est quand ça trouve son marché. Et donc, tant que ça n'a pas trouvé son marché, il y a une présomption de ce qu'on aurait beaucoup de recherches inexploitées. Mais c'est une présomption gratuite. Des enseignements tirés de sa longue et riche expérience et surtout de son enfance et de ses parents. Dès le bas âge, Serge Armel se distingue par sa grande curiosité. Quand ses camarades d'âge sont absorbés par les jeux d'enfance, lui est déjà un vrai rat de bibliothèque. Il dévore avec passion tous les livres, magazines et autres documents qui lui tombent sous le nez. J'ai toujours eu cet appétit de connaissance, je suis un boulimique de savoir. Donc j'étais toujours quelqu'un en lecture. Je n'étais pas très joueur, au sens aller jouer au foot, aller... Je n'étais pas introverti non plus, mais je pense que j'étais déjà quelqu'un jeune qu'on qualifierait plutôt de studieux.
À part ça, j'ai eu la grâce aussi de ne pas avoir beaucoup de soucis matériels. Je n'ai pas grandi dans un environnement où il m'a fallu lutter pour avoir à manger ou me battre pour payer ma scolarité. Alors mon père est décédé, c'était un comptable, mais qui... Je me demande même comment il faisait, parce qu'on était quand même pas mal nombreux. Et je vous ai dit, j'ai fait Liberman, hein, ça coûtait assez cher. Je pense qu'il a misé sur moi aussi, parce que j'aimais apprendre, j'étais son aîné. Maman ménagère vraiment à la maison, à s'occuper de nous, à faire la cuisine, à s'assurer que tout va bien. Restez chez vous, oh, oh, ce n'est pas tuant. C'est sorti qu'on veut tous là qui peut nous tuer. Le Covid n'a pas d'amis. Nous sommes en 2020, en pleine crise Covid. Alors que les Camerounais se familiarisent peu à peu avec les mesures barrières, certains essayent tant bien que mal de proposer des solutions technologiques pour une meilleure prise en compte des exigences des mesures édictées, conciliant les nécessités de rapidité et d'efficience. Lavement automatisé, distributeur de gel, gel désinfectant, les Camerounais se lancent tous azimuts à la recherche de solutions endogènes à la crise, avec en coin l'important marché qu'ils représentent. Si nous ne faisons rien, on court un risque, un très grand risque. À Bafoussam, dans la région de l'Ouest, apparaît un dispositif unique qui fait le buzz dès sa sortie, le portique de désinfection. Le porteur de ce projet, Serge Armel Djidjou et son équipe d'AEI Techno, l'agence universitaire de l'innovation technologique, une association qui se positionne plus comme un véritable courtier en innovation. On a déclaré une association pour dire ok, mettons-nous ensemble un certain nombre de chercheurs qui veulent passer au concret. Et c'est ça le sens du courtage. Ça veut dire que l'innovation peut venir de n'importe où. Nous, on n'est qu'une courroie de transmission pour créer le véhicule qui permet de partir d'un prototype à un produit de marché. Je pars du principe que peut-être on fait face à des barrières à la fois cognitives, matérielles, financières, assez lourdes, qui font que peut-être il faut qu'on se mette ensemble pour avoir une chance face aux difficultés que quelques prototypes arrivent sur le marché, en se serrant les coudes. Tout le monde veut lever les financements, mais comme il n'y a pas de financement, il faut peut-être penser à lever des compétences. Il faut peut-être penser plutôt à lever des disponibilités techniques. C'est-à-dire la même machine, on peut l'utiliser à 10. Le même ingénieur informatique, le module qu'il réalise peut être utilisé par 6-7 équipements. Donc c'est cette synergie qui peut-être va être opératoire. Donc on s'est dit qu'il vaut mieux créer un véhicule de transformation des prototypes en produits de marché où on embarquerait tous les innovateurs qui le veulent bien. C'est ça le concept au départ, en tant qu'association. Plus tard, l'entreprise arrive parce que, chemin faisant, on se rend compte qu'il faut vendre concrètement. Donc il faut une patente, il faut un certain nombre de choses. Et donc créer l'entreprise AEI Techno comme une spin-off commerciale de AEI qui en fait est une association de chercheurs. Corona, Corona, ennemi commun. Le succès de ce portique de désinfection, dont une centaine a été vendue au Cameroun, permet au grand public de confirmer le talent de Serge Armel et son équipe. Un an auparavant, c'est avec la couveuse connectée solaire que ces derniers se sont fait connaître, en remportant tour à tour le prix spécial du chef de l'État aux Journées nationales de la recherche scientifique et de l'innovation, et surtout le prix Poésam de l'entrepreneur social en Afrique et Madagascar, organisé par Orange. À la bibliothèque de l'école polytechnique de Yaoundé, par exemple, vous verrez une batterie de personnes qui ont fait des soutenances sur la couveuse. Il y a même eu un projet spécifique sur la couveuse avec une coopération suisse que j'ai découvert aussi en feuilletant, parcourant la bibliothèque à l'école polytechnique. Donc il y a beaucoup d'initiatives, mais comme souvent, ça s'arrête au prototype, dont on n'en parle pas, puisque ça ne se retrouve finalement pas à l'hôpital. Dans notre cas, je ne suis pas médecin, donc je n'avais pas vocation à penser à la couveuse en particulier. On a fait notre agence pour parler des prototypes. Et l'un des prototypes majeurs qui a tout de suite créé l'engouement, c'était les incubateurs à œufs pour produire les poussins d'un jour. Ça a bien marché. On a commencé à en faire à Tchang, les poussins, les incubateurs solaires.
Et c'était très demandé. Et il se trouve que celui qui portait ce projet, mon chef d'atelier, a sa mère qui est sage-femme. Donc, tout le temps, il revenait, il avait déjà ça en tête, il disait toujours, on s'occupe des poussins, on devrait regarder aussi les bébés. Ça nous faisait un peu rigoler, sans plus. Jusqu'à ce qu'il y ait un drame à Yaoundé, un jour, on se réveille avec les réseaux sociaux qui sont inondés de cette affaire à l'hôpital central de Yaoundé, de la dame Kimi, qui perd 5 bébés. Et ça fait le buzz. Là, ça m'interpelle et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Quelle est cette technologie qui nous échappe au point où, en plein Yaoundé, on puisse perdre 5 bébés comme ça, faute de couveuse? Si c'est l'incubation, je me dis, c'est la thermorégulation. Ça ne devrait pas être très loin de ce qu'on fait déjà. Bon, on regarde, on se rend compte quand même que c'est très loin. Parce qu'il y a beaucoup de normes de biosécurité. Dès lors qu'il y a un bébé dedans, vous imaginez. Mais ça ne me semble pas insurmontable. Et donc voilà, une fois que le virus t'a pris, qu'il y a eu le drame, que tu t'es dit qu'il faut le faire, que tu as senti que ça peut sauver la vie, ben tu ne dors plus. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Une fois l'idée posée, son équipe et lui se mettent au travail. Il faut la matérialiser et lui donner tout en l'adaptant aux réalités du marché. Un défi colossal que peu d'inventeurs convaincus d'avoir la solution miracle arrivent à franchir. Contrairement à ce que vous pensez, beaucoup de Camerounais ont pensé à la couveuse. Quand je suis allé à l'OAP, j'ai réalisé que les Camerounais ont déposé au moins 6 brevets sur les couveuses. Et si vous allez dans une école comme Polytechnique, vous allez voir qu'il y a eu des soutenances sur des couveuses. Mais comme souvent, comme toujours, ça s'arrête donc au prototype de soutenance. Ça n'arrive jamais à devenir un produit commercial. Je pense que on parle beaucoup de notre couveuse parce qu'elle a franchi le cap commercial, qui est le vrai défi. C'est pour ça que je dis souvent que ce qu'on croit être résultat de recherche, parce qu'on a fait un prototype et on est sûr d'avoir quelque chose de très puissant, parfois on se trompe. Parce que le chemin, d'ailleurs, chemin faisant, vous réalisez que ce qui va marcher finalement n'a même rien à voir avec ce que vous considériez comme un résultat de recherche très pertinent. Quand vous élaborez pour le marché réel, pour la consommation de masse, vous faites face à beaucoup de contraintes et en réalité, c'est même les gens qui vous enseignent. Il n'y a pas d'un côté les chercheurs qui trouvent et les autres sont des consommateurs. C'est un mouvement bidirectionnel où vous êtes à l'appareillage, mais vous êtes à l'écoute. Et chaque fois, les remarques surviennent, vous corrigez, jusqu'à trouver votre marché. Donc l'idée selon laquelle vous avez quelque chose qui est parfait chez vous, je dis c'est un bluff. J'ai fait plusieurs produits qui sont aujourd'hui sur le marché et à chaque fois, il y a une différence abyssale entre ce que je croyais être le produit et ce qui a finalement été sur le marché. Un processus laborieux conduit à emprunter toutes les inventions mises sur le marché par AUI Techno. Dans le cas des portiques de désinfection, le prototype qui a fait le buzz sur le net est bien loin du produit final commercialisé par la suite. J'ai fait un prototype de portique. On a fait une vidéo qui a fait 1 million de vues sur YouTube. On m'a appelé de partout en Afrique. Il y a le cabinet civil d'un pays africain qui a envisagé d'envoyer un avion me chercher. On était en pleine crise Covid, c'était la panique. Bon, j'ai refusé d'y aller. D'abord par patriotisme, mais aussi parce que je ne sentais pas. C'est-à-dire que je ne voulais pas, sur la base d'un truc qui est encore à mon atelier, aller peut-être merder ailleurs. Donc, il fallait d'abord tester ici. Et sur le terrain, le portique qui finalement s'est vulgarisé n'a rien à voir avec le portique idéal que nous imaginions. Même ce qui marchait à l'atelier, une fois qu'on l'a déposé chez les premiers clients, que les gens passaient en centaines, ben les ressorts sont cassés, ce n'était pas dimensionné pour. On pensait résoudre des problèmes d'énergie avec nos fameux problèmes de panneaux solaires, parce que tout ce qu'on fait, on veut que ce soit solaire et tout. Ben, les usagers, les gardiens devant la banque et tout, ils chargeaient leur portable, ils débranchaient, puis ça s'arrêtait, ainsi de suite. Et après, on a réalisé qu'au fond, ceux qui ont l'argent pour acheter le portique n'ont pas de problème d'énergie. Toutes ces banques-là
ont le groupe électrogène, ont ce qu'il faut. Donc, on a complexifié un problème. Mais ça, c'est la différence entre ce que tu imagines au labo, croyant bien faire, et ce que le terrain t'apprend. Donc, on a compris que les panneaux, ça ne servait à rien sur les portiques. Devant ceux qui avaient les moyens pour payer un portique à 2 millions, ils avaient tous. Les banques, les institutionnels, ils avaient tous le nécessaire. Donc, entre le portique imaginé à l'atelier, le portique qui a finalement trouvé son marché, et on en a installé plus d'une centaine au Cameroun, c'est ce va-et-vient, parfois conflictuel, parfois... Mais c'est la vie. Le produit, c'est ça. Ça ne s'élabore pas uniquement dans un laboratoire. Ça s'élabore... Ça se pense au laboratoire, mais ça s'élabore au marché. Dans son cas, Serge Armel s'estime particulièrement chanceux. Au-delà du travail acharné, c'est surtout sa grande culture qui lui a permis de surmonter les étapes nécessaires à la mise sur le marché du produit. Très ouvert à la critique et aux suggestions, il a su capitaliser les remarques des potentiels clients pour offrir aujourd'hui une couveuse capable de répondre de manière efficiente aux besoins du marché camerounais et africain. C'est une couveuse, déjà le fait que ce soit fabriqué localement, même si on était resté sur les fonctions les plus classiques, ça donne au corps médical la certitude que ça peut durer. La couveuse a la réputation d'être fragile. En réalité, la pénurie de couveuses qu'on observe dans les hôpitaux, ce n'est pas parce que c'est plus cher qu'autre chose. C'est que c'est décourageant pour des pédiatres. À l'ouverture de la clinique, on achète une couveuse. 6 mois après, c'est en panne. 1 an après, c'est en panne. C'est décourageant. Les gens ne veulent pas recommencer. Donc la couveuse a cette réputation d'être un objet fragile. Et c'est fragile pourquoi? Parce que c'est d'origine très diverse. Donc même quand un technicien biomédical, et Dieu seul sait qu'on n'en a pas beaucoup au Cameroun, vient faire le bon diagnostic, il dit qu'il faut changer telle carte, on ne va pas trouver la carte. Parce que c'est fabriqué en Indonésie, en Chine, ainsi de suite. Donc, on butait sur des problèmes de maintenance, sur cet équipement qui chez nous est d'autant plus fragile que c'est une thermorégulation. Et donc, avec l'énergie fluctuante qu'on a, nécessairement, c'est d'autant plus fragile. Donc, rien que le fait de fabriquer localement, donc d'être là pour changer la pièce qu'il faudrait en temps opportun, ça déjà c'est une révolution. Mais parce qu'on le fabrique, donc, on fabrique ces couveuses localement, on donne cette possibilité donc qu'elle puisse fonctionner au solaire. Donc, avec des batteries, avec les panneaux. On la fabrique avec l'idée d'une facilité d'utilisation. C'est-à-dire que ce n'est vraiment pas complexe, c'est des boutons qu'on peut penser grossiers même, mais qui justement facilitent. C'est pas l'électronique très poussée au niveau des... C'est vraiment comme un ancien téléphone, avec des touches très frugales et qui font que le corps médical se sente à l'aise. Après, il y a l'interactivité que nous avons vendue comme concept, c'est-à-dire l'idée que la couveuse peut s'être connectée à un téléphone portable et qu'on ait la main sur les paramètres de son téléphone portable. Ça fait qu'un pédiatre qui a 4-5 couveuses à suivre, même des cliniques différentes, si c'est des couveuses Mawa, où qu'il est, ou s'il va au deuil au village, en ayant laissé des bébés dans des situations critiques, il peut voir comment ça évolue. C'est rassurant. L'accueil réservé à ce produit sur le marché a été un véritable catalyseur pour pousser Serge et ses équipes à ouvrir un second atelier à Yaoundé. Aujourd'hui, il a boosté sa capacité de production, la faisant passer à 100 couveuses chaque mois. Dans l'atelier d'assemblage qu'il nous emmène visiter, des jeunes sont en train de confectionner pièce par pièce le cœur de la machine. Ici, c'est l'assemblage. Ici, sur cette table de l'électronique. Et puis plus loin, les habitacles. Les habitacles et la photothérapie. Donc, on a fait venir une carte. Il faut brocher ça avec les autres éléments constituants qui vont vraiment faire la thermorégulation. C'est-à-dire des ventilateurs, des récents chauffantes et toute la machinerie qui va faire que les 3 ou 4 cartes qui sont venues séparément soient dans un bloc unique pour faire l'électronique avec le câblage nécessaire, avec les capteurs. Parce que c'est les capteurs qui prennent la température, l'humidité, tout ça. Donc, on est vraiment dans
le montage de ce qui va être le cœur de l'équipement. On peut faire 100 couveuses chaque mois, en termes de capacité intrinsèque. Si on arrête tout, on ne fait que les couveuses, on peut en produire 100 chaque mois. Donc je pense qu'au niveau d'un pays comme le Cameroun, on peut répondre à la demande potentielle. Maintenant, quand on sera installé dans une dizaine de pays comme je l'espère, il faudra qu'on puisse en faire, je ne sais pas, 1000, 2000, selon la demande. Mais notre stratégie de résilience, c'est d'être dans multi-produits. C'est-à-dire que la couveuse peut ne pas bien marcher à un moment donné, le personnel ne chôme pas. Parce qu'en ce temps, ils font des séchoirs, ils font des incubateurs, ils font des distributeurs de boissons. C'est ça, cette idée de dire qu'un même véhicule qui porte des innovations a plus de chances de résister. Parce que précisément, ça s'adosse pour survivre sur plusieurs produits. Un succès qui ouvre de nombreuses portes au fils de Chang dans le département de la Ménois. Désormais, sa voix compte dans le giron des innovateurs africains. Une voix qu'il n'hésite pas à porter au plus près de ceux qui, comme lui, aimeraient apporter une contribution significative au développement technologique du pays et du continent. À ces derniers, jeunes ou moins jeunes, Serge Armel a ce discours plein d'enseignements. Est-ce qu'ils sont conscients que ce qu'ils pensent créer, ça sera sur le marché peut-être dans 6 ans? En considérant que vous travaillez à fond. C'est-à-dire qu'il faut d'abord déconstruire l'idée que dans cette civilisation du zapping, où tout va très vite, où on pense que les résultats s'obtiennent très vite, qu'on n'ait pas la patience nécessaire. Qu'on pense que voilà, du jour au lendemain, les choses vont se faire. Malheureusement, non. Heureusement aussi, parce que ce temps-là permet que quand ça se fait bien. Donc, il faut être prêt. Là, je viens de recevoir un jeune qui est avec nous depuis 3 semaines, que j'ai vu sur les réseaux sociaux, justement. Il était à Bamenda, et j'ai vu qu'il essayait de faire un ascenseur. J'avais déjà pensé à un projet d'ascenseur. Mais il y a beaucoup de choses auxquelles on pense, mais on ne peut pas tout faire à la fois. Donc, de voir un jeune qui a déjà l'idée de s'attaquer à quelque chose comme ça, ça m'a parlé. Et puis, comme il sortait quand même de Polytech, je me suis dit, ça veut dire qu'il a les fondamentaux, il a l'ambition, et je suis entré en contact avec lui. Et dès que je lui ai parlé, il m'a dit, je viens quand? Je lui ai dit, bon, on est à Yaoundé, on est à Bafoussam. Il dit que non, même ce week-end, je peux être là. Et le week-end, il était là. Donc, j'ai vu quelqu'un qui brûlait, qui avait, dans la matière première, là, il avait cette passion. C'est ça que j'aime chez un jeune. Et puis, quand il est arrivé, je lui ai dit, écoute, ton affaire là, c'est possible. Peut-être dans 7, dans 8 ans. Si tu y travailles à fond. Je ne l'ai pas vu se décourager. Parce que malheureusement, beaucoup de jeunes, dès que vous leur dites ça, dans sa tête à lui, tu racontes des histoires. Et malheureusement, tu le retrouves 6 mois plus tard. Lui qui croyait avoir les raccourcis, il tourne en rond, il accuse l'État, il accuse tout le monde. Il a l'idée géniale qu'il va sauver l'Afrique et les autres sont idiots de ne pas l'accompagner. Il a l'impression qu'il est au mauvais endroit, ainsi de suite. Non, ça prend du temps pour maturer un produit. Mais ce n'est pas un temps pendant lequel on ne travaille pas avec les clients. Hein. J'ai dit aux jeunes, avant de faire l'ascenseur, on va faire un levier qui porte les choses dans les chantiers. Vous voyez le genre de choses. On est dans un chantier, ouais, un porte-charge, avec des ressorts. Au moment où je vous parle, il a dessiné la première idée. Quand on va maîtriser ça, progressivement, on va penser aux sécurités. Et en même temps, comme j'ai dit, il y a les tutoriels, tout le monde peut apprendre. Et la chance qu'il a, c'est que quand ça ne va pas concerner son domaine qui est la mécanique, quand ça va concerner l'électronique, il y aura des électroniciens pour l'aider. Quand ça va concerner l'informatique, la programmation, il y aura des informaticiens pour l'aider. C'est ça, en fait, ce travail où, à l'AU, chacun a son projet, mais comment c'est pluridisciplinaire, il y a cette convergence qui font qu'on peut avancer ensemble sur plusieurs produits. Il n'est jamais trop tard
il n'est jamais trop tard. Une prise de conscience qui n'est que le début d'un long processus pour lequel Serge Armel recommande aux jeunes innovateurs de se munir d'une bonne dose de patience et de mettre en place une véritable stratégie de conquête du marché. Oui, c'est un processus. Bon, on va peut-être dire que je suis optimiste, mais je pense que certains éléments clés font bouger les lignes. D'abord, l'environnement. Même dans ces pays, on parle tous les jours d'import-substitution. Ça ne s'est pas peut-être matérialisé par des grands programmes très concrets, mais déjà d'en parler au plus haut niveau, puissamment, c'est qu'on amorce déjà la phase de la prise de conscience. Vous savez, il fut un moment où l'innovation était perçue dangereusement. Vous savez, quand vous fabriquez des médicaments, pourquoi tous les médicaments doivent être importés? Vous pensez bien que des Camerounais peuvent fabriquer des médicaments? Ils ont et les capitaux, et la technologie, et tout ce qu'il faut. Mais le système qu'on a hérité de la colonisation était un système qui n'envisageait pas qu'on puisse fabriquer des équipements médicaux ou même des médicaments. Mais il faut qu'on sorte de ça. Il faut que celui qui veut fabriquer des médicaments, il puisse fabriquer des médicaments, que ce soit libéralisé. Et c'est d'ailleurs ceux qui vont fabriquer de bons médicaments qui vont lutter contre ceux qui essayent de faire les faux au quartier. Ils seront plus efficaces pour protéger leur marché, même plus que l'État. Mais chaque fois que vous voulez fabriquer quelque chose, on rentre dans un mysticisme administratif qui se complexifie et qui amène les gens à faire des choses au sous-quartier, dans n'importe quelle condition. Mais l'environnement dont évolue, le regard qu'on a sur ces choses change. Vous êtes au courant, vous voyez bien la mouvance afrocentrique qui monte, même déjà au niveau identitaire, qui va faire que les gens vont de plus en plus avoir le réflexe de consommer même local. Ce qui n'était pas une évidence il y a quelque temps. Donc pour moi, l'environnement est en train d'aller dans le bon sens, avec la décentralisation aussi. On va avoir des enjeux locaux de plus en plus puissants qui vont amener donc les collectivités territoriales décentralisées avec plus de moyens, à avoir des agendas et des modèles de développement qui vont les amener à mettre l'entrepreneuriat au cœur de leur stratégie. De quoi permettre de se départir des lenteurs administratives auxquelles il va très certainement faire face. J'aime dire que l'innovation, c'est quelque chose qui trouve son marché. Ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas un défi technique à relever. Mais attends, le monsieur qui fait le pilet pomme de terre dans sa petite mécanique et qu'on retrouve maintenant à Douala, à Yaoundé, qui est en train déjà d'ouvrir des agences, il est dans une innovation très puissante et très disruptive. Nous tous, on aime le pilet. L'idée qu'on puisse l'embarquer dans un dispositif qui le maintient au chaud, qu'on puisse le produire en grande quantité et le disséminer par ce moyen de distribution, c'est très puissant. Et ça touche à quelque chose de central qui est notre alimentation. Nos mamans sont encore là-haut. J'étais très content hier de voir un mini tracteur qui marche comme une brouette avec une seule roue en faisant le travail. C'est-à-dire que c'est motorisé, mais comme nos reliefs sont bizarres, ça permet de conduire à la main et d'aider au champ. C'est de ça qu'il est question. C'est avec ce genre d'idées corrélées à des besoins concrets de notre vécu qu'on va changer la donne. Et si toute l'intelligence qu'on déployait à faire semblant, à imiter, à faire du spectacle, on le déployait pour faire des choses concrètes, demander, on se rendrait compte que finalement, il faut faire de tas de petites choses très concrètes pour changer nos vies et qui sont à nos corps. Et le financier principal, c'est le client. Ça veut dire ces idées géniales pour lesquelles il faut attendre un financement monstrueux de l'État parce que précisément, vous n'avez personne à qui vendre. C'est compliqué. En Occident, il y a les guichets. C'est une économie qui fonctionne sur l'innovation. Le business model de l'État même, c'est l'innovation. Le business model de nos États, c'est vendre des matières premières, prendre l'argent à la douane et prendre les impôts sur quelques situations de rente, comme les télécoms, ainsi de suite. Grosso modo, c'est ça. Dans le budget de l'État, on n'attend pas l'argent
des modèles disruptifs. Eux, ils savent que leur modèle économique, c'est l'innovation. Donc, tout l'écosystème est fait pour promouvoir l'innovation. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, le jeune qui doit, ou celui qui doit réussir, on doit lui faire confiance, pas sa personnalité. Donc, la première chose qu'il doit travailler, c'est sa personnalité. Il n'y a pas d'assurance chez nous. Si tu ne fais pas de réunion, si tu ne fais pas de tontine, ça, c'est pas... Il n'y a aucun modèle occidental qu'on répète aux jeunes qui parle de ces choses. Donc, le masterclass que je fais, pourquoi l'Afrique ne fabrique rien, c'est un masterclass conçu en phase avec les réalités locales pour dire dans notre écosystème, voilà le cheminement que je pense qu'on peut avoir pour arriver à avoir des produits. Des conseils et d'autres qu'il a mis en forme dans les différentes masterclass qu'il anime à travers le continent pour inciter la jeunesse africaine à travailler pour une émergence technologique de l'Afrique. En outre, il a intégré le très fermé Mansa en qualité de membre et cofondateur de la commission Sciences et Recherche, un cercle de réflexion dont la visée est de sculpter l'avenir de l'Afrique selon l'image de ses fils en respectant sa richesse historique et ses valeurs. De quoi cocher une case supplémentaire dans le CV déjà bien fourni de cet ingénieur qui garde dans un coin de sa tête et de son cœur une place importante pour sa famille. J'aime les miens, donc je pense qu'ils le ressentent pour le peu de temps que je peux les consacrer, qu'ils sentent cet amour-là. Et puis bon, on a la chance quand même qu'aujourd'hui, on a les outils qui permettent de... Ça ne remplace pas la chaleur humaine, hein, mais qui permettent quand même de montrer qu'on a de l'attention. Et je crois que j'ai eu la grâce aussi d'avoir une famille qui n'a pas été un gros poids pour moi. De quoi rassurer les siens qui ne le voient que très peu au vu de ses nombreuses occupations. D'ailleurs, si son fils décide de suivre ses pas... Banco, je pense que pas seulement mon fils biologique. Hein. Quand je dis mes pas, ce n'est pas un métier précis. C'est juste cette idée que il ne faut pas se brider. Il faut croire que c'est possible et y aller. Je le dis souvent, la grande barrière qu'on a, elle est cognitive. Et ça tient au poids de l'esclavage, de la colonisation, qui pèse dans nos esprits, qui a configuré un écosystème qui nous bloque. Il faut juste mentalement en sortir. Nos enfants grandissent avec des poupées, avec Tiji, avec des dessins animés, avec des films américains et tout ça. Donc c'est tout leur imaginaire qui est construit dans une posture qui assigne le noir à la consommation, à la danse, à autre chose que la création. Une fois que vous grandissez avec ces schémas dans votre esprit, ça vous attache plus que vous l'imaginez. De quoi poursuivre la chaîne de transmission des savoirs que Serge Armel Ndjidjou souhaite voir au cœur des politiques publiques en Afrique. Les Africains, les Camerounais de la diaspora sont à la pointe de toutes les technologies. Donc tout est possible aujourd'hui. Si on décide de faire le nucléaire aujourd'hui, on va trouver suffisamment de Camerounais qui travaillent dans des centrales nucléaires partout dans le monde pour le faire. C'est valable pour toutes les technologies que vous pouvez imaginer. Donc tout est possible. Toujours avec notre invité en success story de carrière, Serge Armel Ndjidjou, qui est le promoteur de AEI Techno. Serge, une question à deux volets. C'est quoi votre plus grande fierté et c'est quoi votre plus grand regret? Alors, j'ai eu un moment d'ego personnel, comme si j'avais conjuré quelque chose. Quand je me suis retrouvé sur des grands podiums internationaux, notamment à l'Élysée, avec le prix du talent digital de l'AFD. Et puis à Cape Town, quand je gagne le prix du Poésam international. Tout ça se passe très vite. Hein. L'Élysée, c'est en juin. Et Cape Town, c'est en novembre, je pense, 2019. Je pense qu'à ce moment-là, je prends la mesure et j'ai un capital confiance de ce que tout est possible. Et que surtout,
l'idée balbutiante, hésitante, que j'avais de me dire qu'il faut qu'on arrête de faire des prototypes qui ne deviennent pas des produits du marché, que peut-être je suis sur la bonne voie et que je ne devrais pas m'arrêter. Ça, c'est des moments forts pour moi, aussi pour ma famille, qui en prend une fierté, pour mes équipes. Je n'ai cessé de dire qu'il faut travailler en équipe, mais ce n'est pas facile. Parce que s'il n'y a pas ce genre de laurier aussi, vous n'arrivez pas à convaincre, à embarquer les autres dans votre rêve. Là, j'ai parlé au niveau international. Et puis au Cameroun, 2 fois le prix du chef de l'État. L'une en 2018, l'autre en 2020, vous déclare prix spécial de l'innovation du chef de l'État. Partant d'où je viens, on se dit que quand même, on a eu beaucoup de grâce. S'il faut parler de regret, c'est plutôt le timing. Parce que ce que j'ai commencé avec mes amis en 2016, je pensais le faire depuis 2002, 2001 par là. Le concept, je l'avais écrit. Mais bon, vous savez, passer à l'action, ce n'est pas facile, comme je vous disais. On est tous otages de nos traumas, de nos perceptions. Et donc, ça a pris beaucoup de temps pour que finalement, et peut-être même sur un coup de colère, je me lance comme ça. Et donc, on peut se dire, peut-être si on avait commencé plus tôt. Quel est le conseil aujourd'hui, le conseil pratique que Serge Armel peut donner à la jeunesse camerounaise qu'il regarde, cette jeunesse qui aspire au succès, qui aspire à la réussite? Vous lui diriez quoi aujourd'hui? Je dirais que la matière première, l'élément fondamental de leur parcours, c'est eux-mêmes. Donc, ils doivent investir sur eux-mêmes par rapport à ce qu'ils peuvent savoir. Ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est une construction continue. Il faut qu'ils soient up-to-date par rapport à ce qu'ils veulent faire. Il faut qu'ils soient sérieux. Sérieux veut dire prendre la peine de dormir un peu plus tard, même quand le lit est doué, se décider de se lever parce qu'on pense qu'il faut se lever. C'est se connecter pour s'instruire. C'est être sérieux, c'est lutter contre les loisirs, être correct avec les gens. Parce que finalement, dans notre environnement où il y a peu de financement en argent, c'est votre sérieux qui va faire qu'on vous fasse confiance. Qui pour vous prêter un peu d'argent? Qui pour vous donner des contacts? Qui pour vous donner des marchandises? Qui, même vos employés, même vos collaborateurs, pour vous accompagner, même quand il n'y a rien. Mais parce qu'ils savent que le boss est sérieux. On évolue dans le contexte difficile qui est le nôtre parce qu'on est sérieux. Après, apprendre à travailler en équipe. Le talent principal d'un leader, c'est sa capacité précisément à embarquer les gens dans son rêve. Après, être patient et être à l'écoute du marché. La création n'a pas affaire qu'à votre génie. C'est une construction avec vos cibles. Merci Serge Armel de nous avoir permis d'explorer avec vous votre trajectoire, ce parcours autour de l'innovation principalement. Alors, j'ai une fierté quand même, tous on parle d'innovation. Il y a un projet à l'OAPI qui s'appelle Afripi, qui essaie de créer une plateforme d'innovation dans chaque pays membre de l'OAPI. Au Cameroun, j'ai été désigné modérateur, donc chargé de faire cette plateforme. Et j'ai été très heureux de voir que l'écosystème d'abord administratif et beaucoup d'innovateurs, beaucoup de chercheurs ont bien accepté que nous travaillons à mettre en place donc, une plateforme que nous avons appelée Innovarium, qui démarre là et qui devrait créer cette tribune, qui va faire qu'au fond, le chercheur ne soit pas dans l'obligation absolue de valoriser sa recherche lui-même. Merci encore. Merci. Merci à vous et on vous souhaite bon vent. Merci. La confiance en soi est un élément important pour la santé mentale quand on veut développer sa carrière. Inutile de vous dire que sans confiance en soi, il est impossible de parler de charisme. Eh bien, comment réussir à développer ces deux éléments importants? Voici les conseils et astuces de notre coach en développement personnel, Roland Kwemen,
pour le coaching de carrière. Chers leaders, salut, je suis Roland Kwemen, coach et formateur en leadership, fondateur du cabinet Go Ahead Africa. Bienvenue à cette session coaching. Comment développer sa confiance en soi et son charisme? Chers leaders, nous pouvons définir la confiance en soi comme cette conviction d'avoir les ressources en soi pour faire face à ce qui va arriver. C'est donc la capacité à se jeter dans l'action malgré les challenges. Le charisme est la qualité d'une personne ou d'un groupe qui séduit, qui influence, voire fascine les autres par soit le discours, les attitudes, le tempérament et aussi et surtout les actions. Donc, un charisme puissant trouble et neutralise le jugement d'autrui. Le charisme aide à diriger, voire à manipuler même les autres. Chers leaders, selon vous, quelles sont les stratégies à adopter afin de booster votre confiance en vous? En un, ne vous comparez pas aux autres. Soyez fiers de votre unicité. Prenez soin de vous. C'est un principe de la vie. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. 3. Pratiquez une activité sportive. Il est important de pouvoir entretenir le corps. En 4, tenez un journal de gratitude. Et c'est important de pouvoir compter chaque jour ces bénédictions. En 5, donnez-vous le droit de décevoir les autres. Il est possible de se tromper, car vous êtes des humains et non des divins. Selon vous, quels sont vos principaux points à travailler afin de devenir une personne beaucoup plus charismatique? En 1, apprenez à être maître de vos émotions. En 2, apprenez à vous affirmer. En 3, faites preuve d'empathie envers les autres. En 4, apprenez à motiver ceux qui vous entourent et surtout qui croient en vous. En 5, apprenez à vous appuyer sur les moments difficiles. Ne jamais abandonner, car abandonner n'est pas une option pour ceux qui visent à être charismatiques. Chers leaders, nous sommes arrivés au thème de notre session. Je voudrais à présent partager avec vous ce proverbe africain. On ne devient pas un gagnant en dépassant les autres, mais en se dépassant soi-même. Et oui, s'il y a une compétition qui vaut la peine, c'est la compétition envers soi-même et non envers les autres. À titre de rappel, les leaders d'impact sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de performer. Pas de performance, pas de progrès. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du magazine Carrière que nous avons pris plaisir à dérouler depuis la belle ville de Maroua dans la région de l'extrême nord. Nous espérons vous avoir donné encore ce soir des raisons de croire profondément en votre succès. Carrière revient dans un mois avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. Ce programme vous a été offert par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, le goût de la réussite.